Intervenants aujourd'hui, notamment il y aura Helga Zepp-Larouche, donc la fondatrice de l'Institut Schiller et également Welcome, initiatrice de cette everyone. coalition pour la paix, This is puis the différents autres International Peace intervenants. Coalition. This is Bonjour our à tous, 71st meeting c'est that we donc call weekly, no- which the notre intention of this 71e discussion is to rencontre bring de la together people coalition of internationale all pour la paix. C'est ideologies, as many Anastasia nations Battle as qui parle possible to actuellement. unite for true L'objectif peace. de cette My coalition name is internationale est Anastasia d'unir des Battle. gens à I will travers be the le monde, moderator today, au-delà as well as my des co-moderators, Janice idéologies, Small and Dennis et Speed. de réunir tous les gens qui veulent se If you are battre pour la joining paix. us Donc, over the elle live est stream, thank co-modératrice you avec for Denis joining us. If Small et you're Denis Speed part of the également. sister streaming, I'd like to thank Et the elle dit various aussi que different maintenant, media il est outlets possible who have been sister streaming de this partager this certaines, meeting, parce que which we've been able c'est en to direct reach somewhere en around anglais, 100,000 people. It's euh, very important that we're donc able to do this sur YouTube, across sur many différents different réseaux et languages certaines and chaînes countries. YouTube So le partagent we're going to également pour continue augmenter with that l'audience. process. If you'd like Nous to allons stream this donc, video in the future, ah oui, elle please dit reach out voilà to que me. We're happy elle dit to de do la that. contacter Last week we si had some talk des chaînes radio YouTube, live différentes chaînes streamers de from différents everywhere in the réseaux United States, which is veulent very important to veulent us. It's le happening. partager So I en just want to send a direct. special Ça a thank you été to them for fait doing par that last week. plusieurs réseaux aux Um, États-Unis la semaine dernière. so if you'd like to join the discussion period, we're going to Si vous have voulez a general opening participer period of this à meeting of la discussion, speakers ah that oui, we parce que have lined out, cette vidéo and en then we'll go direct into our ne discussion concerne period. que la If you go partie into the YouTube des description premiers on intervenants. YouTube, you'll Donc, see elle the fait cette annonce pour les gens qui sont sur registration YouTube, link qui for you doivent to donc register to se join the connecter à Zoom discussion. s'ils veulent suivre la And you'll get partie the des Zoom link to questions-réponses, des join discussions qu'il to y aura speak après. with the Dans cette various deuxième partie, speakers that we have tout le lined up monde today. If you pourra are on lever la main YouTube and you're on some et other parler, platform, go to the Schiller donc possible le Institute plus court possible, d'essayer de se limiter à 3 minutes. and Tout le you'll monde pourra find parler donc dans cette just near the bottom deuxième of the partie website um, pour puisque c'est the l'objectif RSVP de link rassembler tout le monde, to register d'échanger, and get the link que ce there. soit pour faire un So rapport again, d'action thank you for que vous joining avez pu us. mener pour la paix, So de faire des propositions, des there's questions, quoi que been ce a soit. lot going on Il y a over eu the last beaucoup number of de weeks. choses In qui ont eu starting World lieu War III, we dans les had dernières peaceful semaines. demonstrations. Nous avons This eu year, des Scott Ritter is excellentes going to speak as a manifestations California peace pour demonstrations. lutter contre le danger de Troisième Guerre mondiale Stop dans World lequel War, nous which is sommes. very important. He'll be on today to Il y a eu speak to quelqu'un qui that va and many parler other things. sur des actions qui ont été But menées we really have to pour la paix, des mobilize our forces manifestations. now Nous devons vraiment to mobiliser nos unify this forces process to stop pour unifier uh, ce processus this de oncoming mobilisation pour crisis. So I'd arrêter like to cette have crise en Helmut cours. Zepp-LaRouche, who is the Donc, founder of the je Schiller voudrais d'abord Institute donner la parole à and the Helga Zepp-Larouche, la initiator of the fondatrice International de Peace l'Institut Schiller Coalition, et to initiatrice start us off. de cette Please, here coalition you go. internationale pour la paix qui va Let me donc greet all of you commencer. first. Je veux tout d'abord Unfortunately, we vous are dire still in the bienvenue, vous situation saluer where tous. two Nous regional sommes malheureusement crises toujours both dans have the une potential situation où les deux to, crises régionales escalate, in ont le worst case, potentiel into nuclear war. d'aller vers une escalade, And même that makes potentiellement vers our une guerre efforts more than nucléaire worthwhile. globale. Et donc Now, cela rend nos the efforts situation in d'autant Ukraine, plus importants. it is La clearly coming to situation a point of en decision. Ukraine We arrive heard vraiment à un point de briefly a décision couple of weeks ago où when l'on voit Prime que Minister si l'on voit Starmer il y a visited quelques semaines, le Premier Washington and ministre Starmer talked est with allé à Biden. Washington, a parlé à It Biden was expected et that they il était both would attendu give the qu'ils agreement tous les for deux Ukraine donneraient to ensuite, suite à cette use réunion, the donneraient l'accord à long-range missiles l'Ukraine as Type d'utiliser les 3 into the missiles à longue territory of portée, Russia. de donner l'autorisation à Starmer l'Ukraine de has les already utiliser pour des agreed frappes upon it, en and last profondeur dans le minute, territoire President russe. Biden Et à la could dernière not minute, give this le agreement. président Now, Biden n'a after pas some donné weeks have cet passed, accord. it really Après looks like que quelques the semaines possible aient passé, explanation, il which was semble que I can only l'explication hypothesize, possible de cela, but it c'est really juste looks une like that hypothèse, President mais il Putin semble vraiment que who le had président made very clear Poutine, qui warnings about the avait fait change of the des nuclear avertissements doctrine of Russia, clairs sur les changements de probably doctrine could have nucléaire de la sent a Russie, private aurait démarche probablement pu to the United States and taken that a meeting to probablement lancé une Washington. démarche What would be personnelle the à ce meeting consequences en les and the Russian avertissant de quelles reaction? seraient les In any conséquences et la case, réaction this russe s'ils resulted prenaient in cette the fact that décision. up to the En tout present cas, day, le Biden résultat, has c'est not que given that jusqu'ici, permission, Biden n'a pas donné and it cette seems to permission be
Et il semble qu'il y a une faction à Washington de plus en plus qui se développe au niveau du département d'État, du Conseil de sécurité nationale. Blinken et Sullivan sont très, eux, par contre, dans la question de la confrontation. Mais par contre, il semble que les militaires, eux, par contre, notamment le ministre de la Défense Austin, secrétaire de Défense Austin et William Burns, sont plutôt en train de dire qu'il faut ne faut pas aller dans cette direction parce que les militaires savent que ce qu'est la guerre, et particulièrement ce qu'est une guerre nucléaire. Cela semble donc être ce qui se passe maintenant. On ne sait pas combien de temps, mais la situation sur le terrain en Ukraine et ne va pas rester pour longtemps comme elle l'est, parce que les Russes ont fait des avancées massives militaires. L'armée ukrainienne est clairement dans un manque clair de soldats. Les rumeurs que la guerre soit en train d'être perdue, que la guerre est perdue, se répandent de plus en plus. Il y a de plus en plus de soldats qui ne voient pas pourquoi ils iraient sur le front pour mourir. La situation est très à la démoralisation pour l'armée ukrainienne. Et donc, c'est pour ça que l'on voit d'un coup des nouvelles tonalités, des nouveaux discours, comme par exemple Stoltenberg, qui était secrétaire général de l'OTAN récemment, maintenant il ne l'est plus, et tout d'un coup, il parle du modèle, de ce qu'il parle du modèle allemand pour l'Ukraine. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il pourrait y avoir un accord pour la période à venir, que l'Ukraine accepterait des pertes de territoire et rejoindrait l'OTAN dans cette dans cette forme comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Ouest qui avait rejoint l'OTAN, mais pas l'Est, et donc un peu un modèle similaire. Cette proposition n'irait nulle part parce elle ne prend pas en compte la vraie raison de pourquoi la Russie a commencé cette opération militaire spéciale au départ, et par le fait qu'on ne prend pas en compte ses intérêts de sécurité légitimes, les intérêts de sécurité de la Russie, c'est-à-dire de ne pas avoir des missiles offensifs à leurs frontières. Et donc, ça n'ira nulle part. Selon moi, ce n'est pas une solution. Et mais la guerre arrive vraiment à une fin. Il y a une limite physique qui a été atteinte avec l'hiver qui arrive aussi. C'est la question, c'est une question de semaines avant que cela soit très clair. Mais cela n'empêche pas le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui est à Londres actuellement, il rencontre Starmer et aussi Zelensky qui est là-bas aussi. Ils se rencontrent tous les trois. Rutte disait il avertirait l'OTAN de ne pas écouter la rhétorique russe, qu'il ne faut pas y faire attention. Ce, ce n'est pas décidé, mais il est très clair que cette chose arrive à une fin. Et ensuite, la question, c'est ce qu'a dit Harald Kuyat, l'ancien secrétaire général de la Bundeswehr, qui a dit en août, il y a un an, qu'on atteint le point où l'OTAN doit mettre leur esprit à se décider soit offrir une proposition de négociation, une solution négociée à la Russie, qui soit acceptable pour la Russie, car le modèle actuel proposé, le modèle allemand proposé à la Russie n'est pas acceptable, et de mettre sur la table une conférence de la paix qui a été mentionnée ici et là au moment de la changement entre les deux présidences, ou même quand le nouveau président sera là aux États-Unis. En tout cas, cela arrive donc toujours au point que soit on va vers une résolution avec la diplomatie, ou alors on va vers l'escalade. Et naturellement, si quelqu'un y pense, toutes ces discussions qui ont lieu avec Baerbock qui dit nous devons ruiner la Russie, il dit cela, mais déjà la Russie n'est pas ruinée, son économie va assez bien sous les circonstances dans lesquelles ils sont, mais par contre, la Russie est en ruine grâce à à nos ministres de l'économie, nos ministres des Affaires étrangères, qui sont tous les deux du Parti des Verts. Et bien sûr, ce ne sera pas facile pour l'Ouest collectif d'accepter que la guerre en Ukraine est perdue après les pertes honteuses en Afghanistan, il y a quelques années. Maintenant, l'Ukraine aussi s'est perdue. C'est
moment de tension des plus hautes. L'autre crise majeure, le Moyen-Orient, est toujours dans une situation très, très dangereuse. Le monde la, attend la réponse israélienne, où il n'est pas clair de ce qu'ils feront et est-ce qu'ils attaqueront les raffineries iraniennes ou même les sites nucléaires, ce qui ne serait pas possible sans l'utilisation d'armes nucléaires, parce que les centrales nucléaires et les sites nucléaires iraniennes sont en profondeur dans les montagnes, et même donc les bombes, c'est des bombes, même certaines bombes, il y a des bombes qui sont censées attaquer des bunkers ne sont pas suffisantes, donc il faut l'aide en tout cas des États-Unis. Peskov avertit que le Moyen-Orient se trouve au bord d'une catastrophe. Le, le ministre des Affaires étrangères iranien était au Qatar, il a rencontré l'Arabie Saoudite, c'est très important parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite se parlent, c'est très décisif. Et aussi Arakchi a averti qu'Israël est en train de mener toute la région dans une catastrophe. Naturellement, le génocide a toujours lieu à Gaza et le Liban. Le Liban est presque une situation aussi horrible qu'à Gaza, mais nous allons entendre des gens plus qualifiés ici qui vont en parler bientôt. Donc, je peux juste mentionner une dernière chose à propos de l'unité, soi-disant unité de l'Union européenne. Il y a eu une il y a eu quelque chose d'incroyable entre le Premier ministre Orban de Hongrie et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, où c'est des choses incroyables qui étaient dites par elle contre Orban. Et maintenant, Orban accuse le leadership de l'Union européenne qu'ils essayent de faire un changement de régime en Hongrie pour installer un gouvernement qui mettrait la Hongrie dans la direction de la guerre contre l'Ukraine. Cela ayant lieu dans l'Union européenne, dans la soi-disant Union européenne. C'est vraiment un signe que ces institutions ne sont pas dans un si bon état et qu'elles pourraient aussi ne pas durer si longtemps. Tout cela veut dire que nous devons aller vers un nouveau paradigme, nous devons nous battre très, très grandement, très intensément pour un nouveau système économique international de sécurité, un nouvel accord entre toutes les nations dans la tradition du traité de Westphalie, parce que la confrontation géopolitique ne peut qu'amener qu'à la guerre. La confrontation entre l'OTAN d'un côté et la Russie, la Chine et de l'autre côté. Je vais arrêter pour l'instant ici. Merci Elga pour cette mise à jour importante. Nous allons maintenant passer, c'est Mike Billington, qui est un prisonnier politique de 10 ans, qui a été prisonnier politique pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a été jugé et mis en prison pendant un moment où il y a eu toutes les attaques contre le président Larouche, où Larouche avait été lui-même en prison. Et donc, il a interviewé le Premier ministre Mahathir. Je vais vous montrer donc des extraits de cette interview. Et nous allons avoir Mike Billington, donc, qui a réalisé cette interview avec Mahathir, qui est avec nous aujourd'hui, qui va introduire ces extraits tout d'abord. Donc, c'est à lui. Bonjour, merci Anastasia. Ce que nous allons voir un clip de l'interview que j'ai mené avec Dr Mahathir. Il était le premier ministre de Malaisie de 1981 à 2003, premier ministre de Malaisie. Cela a couvert la période de la crise asiatique, qui a été la crise asiatique, appelée la crise asiatique, dont il discute dans sa présentation. La vidéo elle-même est disponible dans sa version complète sur le site de l'Institut Schiller, schillerinstitute.com en anglais. Donc, il encourage tout le monde qui comprenne l'anglais à regarder l'ensemble. Pendant cette crise asiatique, ce n'était pas en fait une crise asiatique. Monsieur Larouche a rendu très clair que c'était
en fait la première partie de l'effondrement général du système financier occidental. Mais en tout cas, pendant cette crise, le docteur Mahathir a pris des mesures très décisives et révolutionnaires pour protéger son pays contre le Fonds monétaire international, contre George Soros particulièrement, qu'il nomme. Et il a imposé le contrôle des changes, qui a rendu impossible de spéculer sur les monnaies, ce que George Soros est coutumier de faire pour dévaluer la monnaie d'un pays et ainsi utiliser cela pour piller un pays en utilisant des milliards et des milliards de dollars. Cela met en furie l'oligarchie financière occidentale aux États-Unis et en Grande-Bretagne, etc. Mais ça a été une inspiration pour des leaders à travers le monde, particulièrement dans ce qu'on appelle le Sud global, les pays qu'on appelait les pays en développement à l'époque, qui ont été très inspirés et donc qui a eu un rôle important dans le développement de ce que nous connaissons maintenant comme les BRICS, le Sud global, le développement des BRICS du Sud global, et le fait que les pays en développement sont en train de vouloir se débarrasser du colonialisme. Nous en avons marre du diktat de la City de Londres et de Wall Street. Le magazine EIR, dans lequel je suis co-éditeur, a fait 3 interviews du docteur Mahathir. Nous avons beaucoup travaillé avec lui à l'époque de sa présidence, où il a été, enfin, de l'époque où il a été Premier ministre. La première interview a été faite par ma défunte femme en 1991, pendant que j'étais en prison. Et d'ailleurs, j'ai été placé en prison particulièrement par les gens que le docteur Mahathir attaquait, qui est à noter de manière importante. Et ensuite, j'ai ensuite fait une interview avec le docteur Mahathir en 2014 et encore une autre l'année dernière. Comme l'ambassadeur Jack Matlock, qui beaucoup d'entre vous ont vu, il a été dans une rencontre de la Coalition internationale pour la paix il y a quelques années, autour de 90 ans, et il a fait des grands efforts pour mettre fin à la guerre froide. Il, il a rencontré Gorbatchev sous Ronald Reagan et il a fait en sorte d'arrêter la guerre froide. Comme lui, le docteur Mahathir, qui a maintenant 99 ans. Vous allez être assez étonné de voir qu'il est en grande forme. En tout cas, il a 99 ans, le docteur Mahathir, et que ce sont des hommes qui qui ont été, qui ont joué un rôle significatif dans la transformation qui a eu lieu dans les années 90. Ils ont été des acteurs centraux dans ces opérations et maintenant ils parlent sur notre plateforme parce qu'ils reconnaissent que le monde a atteint un point potentiellement de non-retour. Et ils font tout ce qu'ils peuvent et ils appellent tout le monde dans le monde à agir en tant que vrais citoyens et parler contre le danger euh, auquel nous faisons face. Donc Anastasia va pouvoir maintenant montrer la vidéo, les extraits de l'interview. Les relations entre la Chine et Taïwan sont, sont un peu étranges, car la Chine pourrait en fait conquérir Taïwan si elle le voulait. Mais elle estime que Taïwan est utile à la Chine parce que Taïwan investit beaucoup en Chine et les touristes chinois se rendent à Taïwan. En outre, Taïwan a accès à des technologies qui intéressent la Chine. Donc la Chine continue à affirmer que Taïwan fait partie de la Chine, mais elle n'a rien fait pour montrer qu'elle s'emparera de Taïwan par la conquête. La situation devrait donc en rester là. Mais malheureusement, la présidente du Congrès, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan
et elle sait très bien que cela va provoquer la Chine. Et c'est bien ce qui s'est passé. La Chine voulait montrer ses capacités militaires et les États-Unis ont dit à Taïwan qu'elle devait améliorer ses capacités militaires en achetant plus d'armes aux États-Unis. Donc la tension s'est soudainement accrue. Et nous sommes maintenant confrontés à la possibilité d'une confrontation et d'une situation de violence entre Taïwan et la Chine, en premier lieu, et qui pourrait également impliquer les États-Unis. Bien entendu, la Chine se comporte parfois de manière étrange, en revendiquant par exemple la totalité de la mer de Chine méridionale comme faisant partie de la Chine. Mais cette question ne peut être réglée par la guerre. Cela ne peut être réglé que par la négociation, car en cas de guerre, les dommages causés à tous les pays de l'ASEAN et à la Chine seraient terribles. Je pense donc que les États-Unis tentent d'amener les pays de l'ASEAN à affronter la Chine. Mais les pays de l'ASEAN sont très faibles et ne sont pas capables de lutter contre la Chine. La Malaisie, par exemple, veut nous ouvrir le marché chinois, tout comme les autres pays de l'ASEAN. Alors, pourquoi devrions-nous affronter la Chine? Oui, la Chine a des revendications contre Taïwan, mais elle n'a pas envahi Taïwan. Le monde est toujours divisé en deux blocs qui s'affrontent, l'Est et l'Ouest. D'autres pays ont le sentiment d'être poussés à rejoindre l'un ou l'autre, mais ces pays ne veulent pas être impliqués dans la confrontation entre les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est pourquoi il faut à nouveau penser au non-alignement, comme le proposait Sukarno. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Nous voulons sortir de cette confrontation parce qu'elle n'est pas bonne pour nous. Nous voulons un monde stable où nous pourrons nous développer grâce au commerce avec le monde entier. Mais diviser le monde en deux parties, puis appliquer des sanctions et même entreprendre une action militaire, et tout cela, c'est très, très négatif. Ce n'est pas ainsi que l'on résoudra les problèmes du monde. Nous avons besoin d'un monde stable. Nous n'avons pas besoin de blocs Est ou Ouest, mais nous avons besoin d'un monde où tout le monde est égal. Et tous devraient résoudre leurs problèmes par l'intermédiaire des Nations unies, sans droit de veto. C'est ce dont nous avons besoin. Mais comme nous ne pouvons pas changer les Nations unies, ils forment les BRICS. Et là encore, c'est une autre façon de ne pas s'aligner avec les BRICS. Je pense que cette confrontation entre l'Est et l'Ouest devrait cesser. Nous ne devrions pas diviser le monde en deux. Et nous devrions avoir des Nations unies qui fonctionnent et qui n'ont pas de droit de veto. Et bien sûr, lorsqu'un pays est considéré comme récalcitrant, comme les Israéliens, le monde doit prendre des mesures pour mettre fin à ces massacres. Ils ont déjà tué 42 000 Palestiniens et 42 000 Palestiniens et d'autres Palestiniens vivant au Liban ont été pris pour cible. Et le monde montre essentiellement qu'il n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais je veux dire, il n'est pas raisonnable, il n'est pas raisonnable que des personnes civilisées acceptent ce genre de massacre.
et ne fasse rien pour y remédier. Eh bien, ce qui est étrange, c'est que l'Alliance occidentale et la Russie étaient partenaires dans la guerre contre l'Allemagne nazie. Mais dès que l'Allemagne a été vaincue, l'Alliance occidentale a immédiatement formé l'OTAN en tant qu'alliance militaire dirigée contre son ancien partenaire, la Russie. C'est ainsi que la tension s'est accrue. Il semblait que l'Alliance occidentale ait toujours besoin d'un ennemi. Il semblerait que l'Alliance occidentale ait toujours besoin d'un ennemi. C'est ainsi que la guerre froide s'est poursuivie. Aujourd'hui, ils veulent toujours que les anciens pays du pacte de Varsovie rejoignent, ils veulent qu'ils rejoignent l'OTAN. Il s'agit d'une menace pour la Russie. Et bien sûr, l'Ukraine a une très longue frontière avec la Russie. La Russie s'est opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je ne vois pas pourquoi l'Ukraine devrait adhérer à l'OTAN. Les relations avec la Russie étaient bonnes et les relations avec l'Occident étaient également bonnes. Il n'y avait pas donc de besoin d'adhérer à l'OTAN, mais ils ont insisté pour dire que l'Ukraine devait rejoindre l'OTAN. La Russie l'a devancé et il y a maintenant une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre ne peut être gagnée par l'Ukraine, car la Russie ne se laissera pas vaincre. Nous pourrions donc arriver à une situation où quelqu'un devrait céder. Sinon la guerre va s'intensifier, va aller vers l'escalade et elle impliquera l'Alliance occidentale contre la Russie directement. L'attitude, c'est que la guerre, ils pensent que la guerre résoudrait le problème, mais la guerre ne résoudra pas le problème. Les guerres conduiront à des guerres plus importantes, à une troisième guerre mondiale. C'est ce que je crains. C'est Mike Billington qui lui dit: dans le cadre de ce conflit, vous avez prononcé un discours lors d'une conférence du FMI à Hong Kong, dans laquelle vous avez parlé de ce que vous venez de dire. Vous avez décrit la spéculation sur les devises, ses effets sur la monnaie malaisienne, et vous avez expliqué votre décision d'imposer un contrôle des devises. À l'époque de la crise asiatique, l'Asian Wall Street Journal, qui n'est plus publié, mais qu'il était à l'époque en tant qu'édition asiatique, a publié en première page, le jour même de ce fameux discours à Hong Kong, un article intitulé Le rapport de la Rouge contribue à alimenter les attaques malaisiennes contre Soros. L'article prétendait que votre attaque contre Soros provenait d'une source inhabituelle de publication dirigée par Lyndon LaRouche Jr., qu'il décrivait comme un excentrique et un théoricien de la conspiration. Il ne mentionnait pas les choses que Soros a dit à votre sujet lorsqu'il vous a qualifié de menace pour son propre pays et a prédit que vos politiques entraîneraient la ruine de la Malaisie. Cela s'est-il produit et comment voyez-vous ce processus dans la perspective actuelle? Mahathir répond: eh bien, nous avons essayé de trouver le responsable et nous avons découvert que Soros avait attaqué l'Italie, la lire italienne par exemple. Il a d'ailleurs été déclaré persona non grata en Italie. Il s'est également attaqué à la livre sterling. C'est donc Soros qui était responsable de la dévaluation de la valeur de notre monnaie, de la Malaisie. Et c'est lui qui doit être responsable. Donc c'est lui, voilà. Lors de cette réunion, j'ai mentionné son nom, mais il l'a nié. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Quoi qu'il en soit, nous avons conclu que les cambistes étaient responsables de la dévaluation de notre monnaie et qu'il fallait prendre des mesures pour les empêcher d'effectuer des transactions en monnaie malaisienne. Billington dit:
Et cela a fonctionné. Dr Mahati répond, oui, oui, nous avons réussi. Plus tard, même le FMI a reconnu que ce que la Malaisie avait fait était juste. I just want to thank the former Anastasia dit, prime je veux minister, juste remercier l'ancien Mahathir, Premier for his ministre Mahathir strong pour fight and dedication to sa Pakistan, forte for bataille, his son country, grand and for patriotisme providing pour us this son wonderful pays interview and et letting pour us use nous the amener paper that nous IADC permettre d'avoir cette is interview one of the puissante à few laquelle il a people who répondu. C'est defeated George Soros, the man who defeated George Soros. l'une des So thank you so much de peu for nombreuses all the personnes work you qui a did and réussi what you're doing now. à combattre, à défaire George Soros. So we shall continue. Next, we have Donc Scott nous Ritter, devons who's a continuer. former UN Et weapons maintenant, nous avons inspector. Scott He's been Ritter, on here many qui est ancien times inspecteur with en excellent armement de l'ONU. analysis of what's Il a going été avec nous on de nombreuses and, fois avec des quite frankly, très very excellentes good at analyses sur la scaring people situation to actuelle. Il est understand très what is fort really pour faire going peur on aux in the gens, en world, fait, sur, especially around the danger sur of la situation thermonuclear dans le monde, war, particulièrement as he is sur an le danger expert de on guerre this. So thank you so much, thermonucléaire, Scott Ritter, for puisque joining c'est un us and all expert the work that you là-dessus. do. Merci vraiment, Scott Ritter, pour le travail que vous faites. Oh, you're muted. Alors, il est sur muet. How about this? Ça y est, c'est bon. There we go. Thank you very much for having Merci me. beaucoup de m'avoir invité. Unfortunately, I think I'm gonna Malheureusement, continue the trend je pense of, que je vais continuer injecting, à injecter de la peur into the hearts dans of le cœur anybody de tous ceux listening qui nous because you écoutent, should be very afraid. car vous devriez avoir très peur. I'll just start off by saying Je that the commencerai par world dire is not a que le safer monde n'est pas place than plus it was the sûr last time I qu'il spoke. ne In fact, l'était it's, la dernière fois que j'ai pris la parole. it's even more Il est dangerous. même, en fait, The plus situation dangereux. in Ukraine, La situation est plus dangereuse. continues to La situation en manifest Ukraine itself, continue de se in a manifester manner d'une which manière puts us on qui the nous cusp place au of, bord d'une immediate guerre nuclear war. nucléaire Not immédiate. something to be Ce looking n'est at pas in the quelque future. chose One à stroke of envisager dans le pen, futur. Un simple trait de plume autorisant des armes à longue portée construites par l'OTAN et les États-Unis, ciblées par l'OTAN et les États-Unis, à être tirées sur la Russie, entraînera une réponse russe. Et cette réponse conduira à une réponse donc russe. Cette réponse russe entraînera une guerre donc entre la Russie et l'OTAN qui nous conduira à un échange nucléaire, qui nous conduira à une guerre nucléaire générale, qui nous tuera tous. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de vous procurer un exemplaire du livre d'Annie Jacobson, Nuclear War, un scénario, guerre nucléaire, un scénario. Je l'ai acheté dimanche dernier, je l'ai lu 2 fois dans la même journée et je vais le relire, car j'ai besoin que le message s'imprègne dans toutes les cellules de mon corps. Nous allons tous mourir en cas de guerre nucléaire. Et si nous ne changeons pas les politiques en place aujourd'hui, il y aura une guerre nucléaire. Votre mort, donc, est inévitable. Je m'adresse à des personnes décédées. Normalement, c'est une déclaration normale. Nous mourrons tous. Aucun d'entre nous n'est immortel. Mais je m'adresse à des personnes qui vont mourir d'une mort non naturelle. Chaque personne qui écoute ici mourra d'une mort non naturelle si nous laissons ces politiques se poursuivre. Mais la situation est devenue encore plus dangereuse. Car un élément qui n'a pas été annoncé dans la presse est le fait que l'Iran est désormais une puissance nucléaire. L'Iran ne l'a pas admis en tant que tel, mais des déclarations consécutives faites par de hauts responsables iraniens ont certifié que la fatwa qui existe depuis l'époque de l'ayatollah Khomeini est susceptible d'être annulée dans certaines circonstances. Et l'une de ces circonstances, c'est lorsque l'ennemi cherche à utiliser un type d'arme contre vous, alors vous pouvez utiliser ce type d'arme contre l'ennemi. Israël possède des armes nucléaires, Israël menace d'attaquer les installations nucléaires de l'Iran. Comme Elga l'a mentionné, ces installations, pour beaucoup d'entre elles, ne se prêtent pas à des frappes conventionnelles. Par conséquent, si vous menacez de frapper ces installations pour les éliminer, vous menacez d'utiliser des armes capables d'accomplir cette mission, ce qui signifie que vous menacez d'attaquer l'Iran à l'aide d'armes nucléaires. C'est un fait avéré, il n'y a pas lieu d'en débattre. Demandez à Donald Trump pourquoi il a modifié le dispositif de déploiement nucléaire américain lorsqu'il était président. La raison est qu'il a dû incorporer 2 nouvelles catégories d'armes nucléaires capables de détruire les installations nucléaires iraniennes.
La première est une bombe B-61, qui est une bombe à gravité larguée par certains avions américains, dont le bombardier B-2. Cette variante de la B-61 a été adaptée pour être un destructeur de bunkers, pour avoir une capacité de pénétration spécifiquement conçue pour détruire les installations nucléaires souterraines de l'Iran. Nous avons construit l'arme, nous l'avons déployée cette arme, et nous avons l'intention de l'utiliser. Ainsi, lorsque vous entendez Donald Trump, le candidat, dire qu'Israël devrait frapper les sites nucléaires iraniens, ce qu'il dit, c'est qu'Israël devrait bombarder les sites nucléaires iraniens avec une bombe nucléaire. Car la seule façon de frapper les sites nucléaires iraniens est d'utiliser une arme nucléaire. Et il ne peut prétendre à l'ignorance en la matière, puisqu'il a personnellement signé l'adaptation du plan de déploiement nucléaire américain pour y incorporer des armes de nature nucléaire, parce que ce sont les seules armes capables de détruire ces sites. Il encourage donc Israël à lancer une frappe nucléaire contre l'Iran. En mai dernier, l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, actuellement membre éminent du Conseil de discernement, un organe décisionnel de haut niveau au sein de la structure gouvernementale iranienne, mandaté par la Constitution iranienne pour conseiller le guide suprême, il a déclaré que même si cette fatwa existe, elle est réversible et que dans certaines circonstances, l'Iran pourrait envisager de se doter d'une arme nucléaire. L'été dernier, un officier supérieur du commandement des gardiens de la révolution iranienne s'est fait l'écho de ces propos en déclarant que si Israël attaque l'Iran avec une arme nucléaire, l'Iran développera une capacité d'armement nucléaire. Le Parlement iranien a débattu de la question et a recommandé au guide suprême de se retirer du traité de non-prolifération et de commencer à fabriquer des bombes nucléaires. Les Iraniens ont à nouveau déclaré que si Israël les menaçait d'une attaque nucléaire, l'Iran fabriquerait une arme nucléaire. Israël a menacé l'Iran d'une attaque nucléaire. Une politique déclaratoire de cette nature n'est pas élaborée dans le vide, ce qui signifie que les personnes qui opèrent au niveau de celles dont je parle, qui décident des fatwas émises par le guide suprême, ne font pas ces commentaires par hasard. En fait, aucun d'entre eux ne pourrait faire ce commentaire sans l'accord du guide suprême. Et le guide suprême n'a pas vocation à diffuser des informations contradictoires. Ce qui se passe est la version iranienne de la politique déclaratoire. L'Iran fait savoir au monde entier qu'il possède des armes nucléaires. Si Israël l'attaque, l'Iran utilisera cette capacité nucléaire en représailles contre Israël. 3 ou 5 armes nucléaires iraniennes dirigées contre Israël détruiront ce dernier à jamais, détruiront Israël à jamais. Et nous ne savons pas ce qui se passera ensuite. Nous sommes très proches d'une guerre nucléaire au Moyen-Orient, très proches. Où cela nous mènera-t-il? Je n'en sais rien. Vladimir Poutine vient de rencontrer le nouveau président iranien au Turkménistan. La Russie envisage de conclure des accords de sécurité avec l'Iran. L'Iran est désormais membre de la communauté des BRICS. J'imagine qu'il parle de ce qui se passerait si Israël lançait une attaque nucléaire contre l'Iran. Quelle sera la réponse de la Russie? Étant donné les relations cordiales, les poignées de main, les sourires, la conversation n'a pas été une conversation difficile pour l'un ou l'autre. Cela implique que la Russie a donné certaines assurances à l'Iran. Cela signifie que si Israël attaque l'Iran, la Russie soutiendra l'Iran dans sa riposte nucléaire contre Israël. Que feraient les États-Unis dans ce cas? Nous assistons aujourd'hui à un scénario où la situation devient incontrôlable, passant d'un conflit nucléaire régional à un potentiel conflit nucléaire mondial. Mesdames et messieurs, nous n'avons jamais été aussi proches de la fin avec une destruction nucléaire qu'aujourd'hui. Nous sommes désormais confrontés à 2 fronts. Depuis l'époque de Barack Obama, les États-Unis ont toujours affirmé que si l'Iran se dote d'une capacité nucléaire, ils répondront militairement. L'Iran a développé une capacité d'armement nucléaire, que feront les États-Unis? Donald Trump affirme que cela n'arrivera jamais. C'est pourtant ce qui s'est passé. Il en est l'une des principales raisons, car il s'est retiré du plan d'action global conjoint de
du traité de Vienne sur le nucléaire iranien, un instrument semblable à un traité qui imposait certaines restrictions au programme iranien. Il permettait aux inspecteurs en désarmement d'être présents en Iran et de surveiller ce programme pour s'assurer que l'Iran ne transformait pas un projet civil en projet militaire. Mais parce que nous, les États-Unis, nous sommes retirés, les Européens n'ont jamais été assidus dans leur mise en œuvre et l'Iran a pu se soustraire, juridiquement parlant, à ses engagements au titre de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. À tel point qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'accord de Vienne. L'Iran enrichit de l'uranium sans restriction. Il a enrichi jusqu'à 60% de son uranium. C'est une quantité suffisante qui peut être justifiée car ils utilisent ces 60% pour produire des plaques de combustible qui sont utilisées dans un réacteur de recherche. Mais la quantité est bien supérieure à ce qui est nécessaire pour produire du combustible. Cela signifie que l'Iran pourra utiliser ces hexafluors d'uranium enrichi à 60% comme matière première dans les cascades de centrifugeuses avancées qui sont déjà en place dans les installations souterraines pour convertir rapidement 60% en 96 ou 98%. Cela peut se faire en quelques jours. Comme je l'ai dit, l'Iran a déjà la capacité de convertir l'hexafluorure d'uranium en métal. Il produit des plaques métalliques pour son réacteur de recherche de Téhéran. Il pourrait produire de l'uranium métal en quantité suffisante pour créer une masse critique et générer de la fission. C'est tout ce qui est nécessaire pour un dispositif de type arme à feu. L'Iran n'a pas besoin d'un mécanisme de test sophistiqué. En effet, les États-Unis ont construit 2 bombes qui ont été utilisées contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un était le Fat Man, l'autre le Little Boy. Le Fat Man est la version qui a été testée à Alamogordo le 16 juillet 1945. Il s'agissait d'une arme à base de plutonium qui utilisait un dispositif d'implosion sophistiqué. Elle devait être testée car elle n'était que théorique. La conception de l'arme à l'uranium n'a pas dû être testée pour le cas de l'Iran, car elle est très simple, elle n'est pas sophistiquée. Si vous avez suffisamment d'uranium hautement enrichi, vous pouvez construire un canon qui produira une charge de 15 à 20 kilotonnes. C'est ce que je pense que les Iraniens vont construire. Il est facile à déployer sur les missiles dont dispose l'Iran. L'Iran a montré que ces missiles peuvent frapper Israël sans crainte d'interception. L'Iran sera en mesure de lancer des missiles équipés d'ogives nucléaires contre Israël. Et il n'y a rien qu'Israël et les États-Unis puissent faire pour l'empêcher. Il s'agit là d'un tout nouveau paradigme qui remet en cause toutes les lignes rouges. Quelle sera la réponse des États-Unis? Jusqu'à présent, nous avons évité de dire que nous participerions à une attaque israélienne contre l'Iran, car nous comprenons le caractère explosif de la situation. Mais si la politique déclaratoire de l'Iran semble indiquer l'existence d'un programme d'armes nucléaires, les États-Unis diront-ils maintenant « nous aiderons Israël » ? Tout ce que cela fait, c'est garantir l'élimination d'Israël en tant qu'État-nation moderne. Et cela met également en danger des dizaines de milliers de soldats américains. Cela signifie que si l'Iran menace les troupes américaines, selon notre doctrine nucléaire, cela constituerait une justification suffisante pour que les États-Unis utilisent de manière préemptive des armes nucléaires contre l'Iran. Si nous utilisons des armes nucléaires contre l'Iran, nous pourrions par inadvertance ou délibérément provoquer une riposte russe. Maintenant, nous sommes tous morts. Voyez-vous comment cela fonctionne? C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde dans lequel nous pourrions ne plus vivre très longtemps. Le vote du 5 novembre est très important, mais il n'a d'importance que si nous parvenons à obtenir des candidats qui s'engagent à mettre en œuvre des politiques visant à s'éloigner des armes nucléaires, au lieu de continuer à promouvoir des politiques stupides qui nous mènent à la guerre nucléaire. Il faut donc que tout le monde se lève et s'exprime. Je sais que Diane Serre organise un événement à New York le 26 octobre. Le lendemain, il y aura un brunch à New York, au cours duquel des panels discuteront de cette question. Nous en ferons une publicité, mais j'encourage tout le monde à assister à l'événement du 26 octobre à New York, puis au brunch du 27. Il faut se donner les moyens d'agir et en informant, en votant en conséquence. Demander des comptes avant les élections et demander des comptes aux vainqueurs après l'élection. Si nous ne le faisons pas, la nature humaine étant ce qu'elle est, nous nous retrouverons probablement dans un conflit nucléaire avant la fin de l'année. Cette conversation n'aura alors plus aucune importance. Merci beaucoup de m'avoir invité, ce fut un plaisir
de parler avec vous. Anastasia répond, merci beaucoup pour votre intervention. Je veux insister que c'est très important ce que vous dites, que nous ne devons pas être dans un jeu, ce candidat est le meilleur, celui-là est le meilleur. Ce n'est pas un jeu de football. Chaque candidat, il faut intervenir sur chaque candidat pour dire il faut arrêter cette guerre nucléaire. Nous ne devons pas être dans un état d'esprit de dire ah oui, voilà, je préfère celui-là, je préfère celui-là. Non, la situation est trop risquée pour être dans cet état d'esprit, pour dire des choses bêtes comme ça. Donc il faut, c'est très important ce que vous faites. Merci. Et je sais qu'Helga Zepp-Larouche voulait répondre à ce que vous avez à dire. Helga Zepp-Larouche, c'est à vous. Scott, vous avez réussi à me faire mourir de peur. Nous essayons de nous tenir au courant de l'évolution des renseignements de la situation, surtout avant une telle réunion. Je savais que cette position existait. Cette possibilité existait, mais je ne savais pas que l'Iran avait réussi à développer cette capacité. Ça, c'est une chose qui change tout. Si ce que vous dites est vrai, nous sommes en effet en alerte rouge totale. Existe-t-il un moyen de le faire savoir à l'opinion publique mondiale? Par exemple, en demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de tenir une session extraordinaire, car je pense que nous pouvons avertir le monde. Mais je pense que si nous en sommes là, il faudrait une institution comme le Conseil de sécurité des Nations Unies pour alarmer le monde. Qu'en dites-vous? Tout d'abord, l'Iran n'a pas officiellement déclaré l'existence d'une arme nucléaire. Le matériel nucléaire iranien continue d'être contrôlé et inspecté par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce que je dis, c'est que l'Iran, en faisant des déclarations de cette nature, a la capacité de passer de la théorie à la réalité, presque instantanément. Ce n'est pas un grand saut technologique que d'avoir un dispositif nucléaire sans les matières fissiles prêtes à être lancées. Je pense que l'Iran dispose de cette capacité. Tout indique, à travers ses déclarations, qu'il est prêt à réagir immédiatement. Avant de pouvoir disposer d'une capacité nucléaire déclarée, l'Iran devrait probablement se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. C'est ce que le Parlement iranien a demandé instamment au guide suprême de faire immédiatement. En fait, cette annonce faite, l'Iran peut mettre fin à la surveillance de l'AIEA, de l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui n'a plus de visibilité juridique. L'Iran peut alors commencer à détourner immédiatement l'uranium faiblement enrichi à 60% vers les cascades d'uranium. Littéralement, en l'espace d'un jour ou deux, il dispose de suffisamment de matières fissiles pour les convertir en métal et les intégrer dans une ogive. Ainsi, en moins d'une semaine, l'Iran peut passer d'une décision politique à une arme utilisable. Si vous lui donnez 2 semaines, il y aura 3 à 5 armes utilisables. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas agir sur la base d'une théorie, car l'AIEA serait convoquée et dirait qu'il n'y a pas eu de détournement de matériel. Cela soulève également la question de savoir ce qui motive cette menace. Et la réponse, c'est Israël qui motive cette menace. La dernière chose que les États-Unis souhaitent, c'est que la capacité d'armement nucléaire d'Israël soit discutée au Conseil de sécurité. Voilà donc le problème. Nous avons un Israël qui entretient l'ambiguïté autour de sa capacité d'armement nucléaire. Tout le monde sait qu'il les a, tout le monde sait qu'elles existent, mais personne n'en parle. Le danger de cette capacité d'armement est devenu manifeste, parce qu'auparavant, on n'en parlait que comme de l'option Samson. C'est-à-dire que si Israël est envahi, Israël utilisera ses armes pour faire tomber tout le monde avec lui. Aujourd'hui, Israël parle littéralement d'une frappe contre les capacités nucléaires de l'Iran qui n'implique pas l'envahissement d'Israël. Il s'agit d'une réaction à un problème qu'Israël a créé en assassinant un haut responsable du Hamas à Téhéran le jour de l'investiture du président iranien, en assassinant Hassan Nasrallah, en attaquant le consulat iranien à Damas. Il s'agit d'un problème qu'Israël a lui-même créé et qui se manifeste aujourd'hui sous la forme d'une menace d'attaque contre l'Iran qui ne peut être accomplie qu'avec des armes nucléaires. Des armes nucléaires qu'Israël n'a pas encore déclaré posséder officiellement. C'est le véritable problème.
Pour résoudre ce problème, nous ne devons pas seulement parler de nous éloigner de tout ce qui pourrait déclencher l'utilisation potentielle d'armes nucléaires par Israël, mais nous devons nous attaquer à la réalité déstabilisante des armes nucléaires d'Israël. En effet, ces armes nucléaires se sont manifestées dans une relation de cause à effet avec l'Iran, ce qui va inciter l'Iran à se retirer du traité de non-prolifération nucléaire et à produire ses propres armes nucléaires. Si l'Iran se retire de ce traité de non-prolifération nucléaire, l'Arabie saoudite a indiqué qu'elle chercherait à se doter de sa propre force de dissuasion nucléaire indépendante. La Turquie a dit la même chose. Nous avons maintenant une région totalement hors de contrôle, ce qui rend la possibilité d'une guerre nucléaire encore plus probable. Nous devons donc commencer à parler de désarmement. Nous devons commencer à parler de redonner vie au plan d'action global conjoint, au traité de Vienne sur le nucléaire iranien, mais l'accord de Vienne ne peut plus s'appeler l'accord sur le nucléaire iranien. Pour être viable, l'accord de Vienne doit impliquer que l'Iran et Israël acceptent des régimes d'inspection réciproques qui garantissent qu'aucune des deux nations n'a de capacité d'armement nucléaire. Les armes nucléaires d'Israël ne peuvent pas être autorisées à exister. Elles constituent une question existentielle pour le monde, la région et Israël. En effet, si Israël utilise ses armes nucléaires contre l'Iran, Israël cessera d'exister. C'est un résultat garanti à 100%. Même s'il ne frappe pas les sites nucléaires, s'il limite ses frappes aux installations pétrolières ou autres, l'Iran a déclaré qu'il tirerait plus de 1000 missiles conventionnels sur les infrastructures critiques d'Israël. Cela signifie qu'ils détruiront toutes les centrales électriques, toutes les usines de purification d'eau, toutes les centrales de distribution d'électricité, toutes les infrastructures critiques de production d'énergie, de pétrole, de gaz. Israël se retrouva alors à l'âge de pierre. Si l'Iran lance ce type d'attaque, l'option Samson entre en jeu et Israël riposte avec des armes nucléaires. Cela conduira l'Iran à développer des armes nucléaires et à les déployer contre Israël en très peu de temps. Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Le fait que Benjamin Netanyahu et Joe Biden se soient virtuellement disputés ne facilite pas les choses. Je pensais que vous alliez parler de la conversation téléphonique entre Joe Biden et Netanyahu, qui a essentiellement déclaré à M. Netanyahu, Biden a déclaré à M. Netanyahu qu'il devait cesser ses agissements irresponsables. M. Biden a essentiellement dit qu'il devait renoncer à sa position irresponsable vis-à-vis de l'Iran. Et M. Netanyahou lui a répondu qu'il n'avait qu'à s'en remettre au sable. Aujourd'hui, les gens se demandent, par exemple, pourquoi l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies s'est soudainement prononcé en faveur de 2 résolutions de l'ONU concernant la Palestine. L'une prévoit un cessez-le-feu, l'autre l'envoi immédiat de matériel humanitaire. Il s'agit de 2 résolutions auxquelles les États-Unis se sont opposés par le passé. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies s'y est opposée avec force, mais aujourd'hui, elle plaide en leur faveur. Pourquoi? Parce que M. Biden a promis à M. Netanyahou que s'il renonçait à attaquer l'Iran, les États-Unis lui fourniraient non seulement un soutien militaire sans précédent, mais qu'il soutiendrait également Israël sur le plan diplomatique, car ce pays ne craindra jamais rien de la part des Nations Unies. Netanyahou n'a pas tenu compte des conseils de Biden et ce dernier lui en fait payer le prix. Je ne pense pas que cela réussira à faire autre chose que de pousser les Israéliens à prendre la décision d'attaquer l'Iran. Nous sommes dans une situation très dangereuse, car les États-Unis semblent avoir perdu la capacité de faire pression sur Israël pour qu'il prenne des mesures favorables aux États-Unis. Si Israël ne prend aucune mesure, cela signifie que la question n'est pas de savoir ce qui est bon pour Israël, mais ce qui est bon pour Benjamin Netanyahou. Il est prêt à sacrifier tout le peuple d'Israël pour plus de 100 millions de personnes dans la région, parce qu'il veut entrer dans l'histoire avec l'héritage d'un homme fort qui a sauvé Israël. Mais il sera l'homme qui a détruit Israël et qui a entraîné la région dans sa chute. Merci, Scott. C'était énormément utile. Nous allons isoler l'extrait avec ce que vous avez dit, ça c'est sûr, et l'utiliser pour une distribution large, que tout le monde puisse y avoir accès. Merci Scott de nous avoir rejoints, d'avoir expliqué tout cela pour tout le monde, c'est très utile. Nous allons maintenant continuer. J'ai mis dans le chat du Zoom le lien pour l'événement du 26 octobre qui aura lieu là-bas. Sentez-vous libre de l'utiliser. Si vous voulez en savoir plus à propos de Scott dit, vous pouvez aller sur
sur le site vegasairpeacefund.org. Donc c'est un événement le 26 octobre qui va le faire, qui va avoir lieu aux États-Unis. Nous allons maintenant vers un autre invité spécial. C'est Bassam El Hachem. C'est un ami du Liban. Il est membre du comité exécutif des indépendants pour le Liban. Et comme nous le savons tous, le Liban subit actuellement le traitement de Gaza. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui, Monsieur Bassam El Hachem. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à cette honorable audience qui est, enfin c'est la première fois que je participe et vraiment c'est, je vois déjà j'ai un avant-goût, je viens d'écouter des propos intéressants, notamment, Madame Larouche, que je suis depuis assez longtemps, et Monsieur Ritter, Scott Ritter, à qui je voudrais témoigner de notre infinie appréciation de ce suivi qu'il assure et que nous suivons de très près à travers les vidéos qu'il diffuse sur la situation au Moyen-Orient. Sachez, Monsieur Ritter, que vous êtes très cordialement apprécié dans mon pays. Et je suis sûr aussi dans l'ensemble de la région arabo-musulmane. Écoutez, moi, je suis heureux d'avoir été invité à cette séance. Je dois avouer que je ne l'ai été qu'hier seulement, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, j'ai essayé de concocter quelque chose d'assez rapide. Je ne sais pas comment faire. J'espère que je ne vais pas vous décevoir, mais je vais articuler mon propos sur les 3 volets qui me semblent présenter une cohérence avec la thématique générale de ce colloque et en même temps exprimer d'assez près toute la complexité, cette complexité qui est difficile également à aborder, et qui essaie d'aborder quand même par 3 biais complémentaires la complexité de la situation à laquelle je me propose de faire face. Eh bien, je vais donc aborder brièvement, bien entendu, en réduisant les choses au grand titre, aux 3 volets: palestino-israélien, libano-israélien et régional. Régional parce que par derrière ou à côté ou en entrelacement avec les enjeux qui sont les plus visibles sur le terrain du conflit et de la guerre en cours avec Israël sur les 2 terrains libanais et palestiniens, il y a cette épreuve de force qui a été effleurée par l'intervention de M. Scott Ritter. Autrement dit, ce conflit qui se profile entre les différentes composantes de la scène régionale au Moyen-Orient, dont en tête, bien entendu, l'Iran, et derrière l'Iran, il y a un certain nombre de puissances mondiales, la Russie, la Chine, les pays du BRICS, d'un côté, et de l'autre côté, il y a les États-Unis à la tête de l'OTAN, qui sont tous ensemble représentés malheureusement dans la région par Israël. Eh bien, comment introduire tout ça? Je vais commencer par le commencement. Le 7 octobre 2023, de manière absolument imprévisible, on voit les militants palestiniens du Hamas réaliser un tour de force absolument incroyable, quelque chose qui a dépassé l'imagination. En un clin d'œil, ils ont défoncé toutes les défenses israéliennes montées autour de ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, montées au moyen de tous les équipements électroniques que vous n'ignorez pas. Ils ont réalisé un coup. Ils ont
ils ont tué, enfin, il a été tué dans la confrontation qui a tardé à se produire parce que l'armée israélienne a tardé à se rendre compte de ce qui se passait et elle s'est mise à tirer dans tous les sens, dans la panique où elle se trouve. Les Palestiniens arrivent à détenir, à prendre une affaire de 250 otages et l'affrontement entre les deux parties ont laissé derrière eux une affaire de 1200 tués. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il y a, enfin, la propagande, l'intox qui a été diffusé par Israël pour relater les moments de cette affaire, je ne vais pas m'y attarder, je crois que vous le connaissez parfaitement, tellement cela a été divulgué et dénoncé, enfin toutes les manipulations médiatiques se sont avérées fausses, nulles et non avenues, avec cette histoire de bébés avec la tête tranchée, de femmes violées. Tout ça, c'est de la foutaise c'était du pur mensonge. Je ne vais pas non plus m'attarder sur tout le reste parce que vous le connaissez, des massacres, le génocide qui a fait jusqu'à maintenant plus de 42 000 victimes, pour l'essentiel des civils et pour plus des 2 tiers des femmes et des enfants, plus 10 000 disparus sous les décombres et plus de 92 000. Autrement dit, ça nous amène à plus de 150 000 de victimes de cette guerre, de ce génocide, et la chose se poursuit. Et puis malheureusement, on voit se profiler une action israélienne du même genre s'abattre sur le Liban. Les Libanais se battent, comme le Hamas s'est battu, mais les Israéliens ne se battent pas. Ils tuent et détruisent. C'est tout ce qu'ils font. Et là où ils sont confrontés à de vaillants hommes sur le champ de bataille, on voit bien qu'ils ont du mal à réaliser la moindre percée. On n'a qu'à voir comment, au bout d'un an, ils n'ont réussi à atteindre aucun des objectifs qu'ils ont affichés. Ils n'ont pas réduit le Hamas, ils n'ont pas libéré des otages, ils n'ont pas réussi à instaurer l'ordre et à imposer leur volonté dans la région de Gaza, etc. C'est vrai qu'ils ont tué et détruit, mais voilà à quoi ils se sont élevés. Alors, au Liban, ils sont en train de cesser au même type de pratique des tueries, des boucheries contre les civils. Évidemment, tout en prenant comme prétexte qu'ils sont pris par les gens de Hezbollah comme des boucliers humains. Mais ça, c'est de la foutaise. Ce n'est pas vrai. Aucune preuve n'a jamais été donnée sur le fait que... bon, autre chose est bien entendu l'assassinat qu'ils ont réussi à effectuer du Sayyid Hassan Nasrallah et des autres dirigeants de Hezbollah. Mis à part ces quelques coups, le reste, ça ne rime absolument à rien et ils sont en train d'effectuer une guerre d'extermination. Ils ripostent à leurs échecs militaires au front de bataille par des massacres contre la population et une destruction des infrastructures, des immeubles. Alors, les Occidentaux, les dirigeants occidentaux, comment ont-ils réagi à ce coup du 7 octobre, le déluge d'Al-Aqsa? Eh bien, ils se sont rués sur Tel Aviv pour aller donner l'accolade à Netanyahou sous le label qu'Israël a le droit de se défendre. On a vu par la suite comment ce feu vert qu'ils ont donné à Netanyahou de se livrer à toutes les pratiques, tous les massacres, au défi de toute légalité, de toute valeur, de toute règle internationale, au risque de piétiner, de mettre sous les pieds
tout cet édifice institutionnel qui a été monté, international, qui a été mis sur pied au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout cela, Israël s'avère être un pur et simple État voyou et qui est malheureusement, et là au risque d'offenser notre ami Scott Ritter, les États-Unis, vraiment ce jeu qu'ils mènent, hein, il ne passe pas. On a vraiment du mal à imaginer que les États-Unis ont laissé faire, ont vu Israël se livrer à ces pratiques tout en étant impuissants. Non, ils n'ont pas été impuissants. Ils ont été complices, malheureusement. Ils ont continué à livrer les armes, ces armes de destruction massive, ces armes qui comprennent des bombes qui pèsent 1 tonne et qui pénètrent jusqu'à 60 mètres en profondeur au sous-sol. C'est avec des armes de ce genre qu'ils ont pu assassiner Saïd Hassan Nasrallah et les autres dirigeants du Hamas, du Hezbollah. Donc, qui peut dire, comment peut-on croire que pendant 12 mois, ils ont faim de faire les intermédiaires entre le Hamas et Israël, à l'heure où le Hamas a toujours prouvé, a toujours déclaré qu'il acceptait, il a accepté les différentes propositions émises par le président Biden. Ils se sont montrés très souples quand il le fallait dans les négociations, mais c'est toujours Netanyahou qui torpillait les efforts de médiation et de compromis. Et finalement, on vient me raconter 12 mois plus tard, après tous ces massacres, que ça a été fait par violation de la volonté de l'administration américaine. Eh bien, permettez-moi d'avoir un petit doute là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que les Palestiniens ont engagé le coup du 7 octobre? Eh bien, il y a beaucoup de raisons à cela, mais j'en citerai notamment 4. 1, il y a toutes les exactions que la population palestinienne endure depuis 75 ans, depuis 76 ans aujourd'hui, depuis 1948, des exactions, des tortures, des détentions arbitraires de gens qu'on met en prison pendant des décennies et même sans jugement, les provocations contre les lieux de culte, contre les religieux, les personnes dans leurs pratiques religieuses, les exactions contre les droits les plus élémentaires de citoyens des Palestiniens. Ça, c'est une réalité qu'aucun Palestinien n'était en mesure d'accepter indéfiniment. Deuxièmement, l'histoire de l'État palestinien. Je ne vais pas vous raconter, si vous voulez, je vous ferai un petit topo, je vous l'enverrai par écrit juste pour rafraîchir les mémoires. L'État palestinien, pour revenir à un moment qu'on pourrait considérer comme un moment fondateur, c'est 1993 où Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, a signé l'accord historique avec Yasser Arafat sur la houlette du président américain Bill Clinton, et où il a, au terme de négociations assez laborieuses qui ont eu lieu à Oslo, et de ces négociations, ils sont sortis avec un accord sur la création d'un État palestinien et à établir sur la terre de Palestine dans les territoires occupés en 1967, lors de la guerre de 67, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza, et avec comme capitale le Jérusalem-Est. On a vu la suite. 2 ans plus tard, 2 ans après la signature de cet accord, Rabin même a été assassiné. C'est-à-dire le signataire de l'accord a été assassiné. Et qui était le principal animateur de cet assassinat? Peut-être pas directement de l'assassinat, mais c'était un inspirateur de ces milieux extrémistes
Eh bien, c'était Netanyahou qui était le leader de Likoud à l'époque. Donc, ce même Netanyahou, on a vu comment il a mené la barre depuis, jamais en défaut. Et c'est une lutte contre l'État palestinien, contre l'idée même de l'État palestinien, laquelle idée a fini par être congédiée sans appel par une loi qui a été votée par le Knesset en juillet dernier. L'État palestinien est révoqué sans appel comme étant nul et non avenu. Et auparavant, quelques années plus tard, en 2018, le même Parlement israélien, la Knesset, avait promulgué une loi proclamant Israël comme étant l'État national du peuple juif. Autrement dit, c'est une loi qui chassait les non-juifs, notamment les Palestiniens, arabes, musulmans ou chrétiens, il les excluait de la citoyenneté et il les destinait à quoi? Comme on a pu le voir par la suite, il les destinait à l'expulsion. Et tous les plans, toutes les manigances qu'on a vues se pratiquer par la suite, on les a, enfin, aboutissaient ou plutôt évolué dans cette direction. Les Palestiniens de Gaza étaient destinés à être refoulés vers l'Égypte, vers le Sinaï, avec l'espoir qu'ils soient finalement hébergés par les Égyptiens et peut-être par la suite renvoyés quelque part ailleurs. Les Palestiniens de la Cisjordanie devaient être expulsés en Jordanie et finalement, les Palestiniens de la Galilée, c'est-à-dire le nord d'Israël, parce qu'il y en a encore grand nombre dans ces villages là-bas, eh bien, sont destinés à être expulsés. Où? Vers le Liban. Expulsés au Liban. Lequel Liban héberge déjà un demi-million de Palestiniens qui sont les descendants des 132 000 Palestiniens qui se sont réfugiés fuyant les massacres perpétrés par les terroristes de l'Irgun et de toutes ces organisations terroristes qui étaient impliquées dans l'événement fondateur d'Israël en 1948. Et donc voilà la deuxième chose. Donc, les Palestiniens subissaient les exactions quotidiennes des Israéliens et d'Israël. Deuxièmement, ils voyaient l'État palestinien renvoyé au calendrier grec et même mais complètement exclu et comme nul et non avenu. Troisièmement, ils voyaient évoluer autour d'eux et au grand défi de la cause. Pardon me, Mr. Hassim, if Oui. you could please summarize, just because we have a couple of more Sorry? speakers. Sorry, but please, yeah, could you just take 2 more minutes to summarize? 2 minutes? Ah, OK. Bon, donc, OK. Donc, je voulais dire que donc, il y a ces 2 points. Le troisième point. So you have these 2 points. And the third point I wanted to say. Oui, le troisième, c'est le fait de voir cette paix abrahamique. Non, cette paix abrahamique, autrement dit la normalisation des relations entre Israël et les pays pétroliers du Golfe, en même temps que enfin, les autres signataires d'accords de paix, notamment l'Égypte et la Jordanie. Autrement dit, ils voyaient que leur cause était destinée à la dissolution totale. Et puis, quatrième point, et ça c'est fondamental pour la suite, c'est la création, l'annonce de ce corridor indien, c'est-à-dire le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe, avec comme nœud gordien, comme plaque tournante de ce corridor Israël, même en tant que pôle technologique, économique, sécuritaire, capable de
de pourvoir les pays arabes du Golfe de la protection dont ils avaient besoin pour faire face à leurs adversaires qui risquaient de contester leur normalisation. Donc, tous ces éléments-là étaient à l'arrière-plan de cette action du 7 octobre. Et eux, est-ce qu'ils avaient le droit de se défendre comme Israël, comme les Occidentaux ont proclamé haut et fort le droit d'Israël à se défendre? Eh bien, la question se pose toujours. Qu'en est-il du Liban? 3 mots à propos du Liban. Le Liban s'est trouvé entraîné dans cette guerre. Pourquoi? C'est pas du tout, c'est pas pour des raisons qui ne sont pas de véritables raisons. D'abord, il y a une communauté de destin qui a toujours lié les deux peuples, palestiniens et libanais. Il y a des considérations éthiques, culturelles, religieuses, populaires, etc., de voisinage, qui ont toujours fait l'unité de sentiments et même de conditions de ces deux peuples. Un. Deuxièmement, le Liban a été, dès l'origine, depuis la création d'Israël, un pays où cette création a eu des retombées désastreuses parce que ça a entraîné l'implantation au Liban d'un grand nombre de Palestiniens sur une population. Vous connaissez actuellement la population résidente du Liban ne dépasse guère 4 millions d'habitants. On a 1,5 million de Palestiniens. On a la menace de voir affluer plusieurs centaines de milliers au cas où les plans d'Israël de chasser ceux du nord, du nord de la Palestine, de les chasser vers le Liban. Il y a des menaces de chasser les chiites eux-mêmes, autrement dit pour provoquer des mutations en profondeur de la démographie dans le pays. Il y a des plans dont on parle visant à chasser les chiites qui sont l'essentiel de la population libanaise du Sud en dehors du pays, c'est-à-dire les pousser vers l'Irak, le Negev et les pays où il y a des chiites dans la région. Oui, excuse me, Mr. Hassim, we're going to have to continue, but thank you so much for your contribution. Je voulais dire, et je termine avec ça, il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas avoir le temps de les énumérer. La question se pose, est-ce que ceci tourne en vase clos entre le Liban et la Palestine d'un côté, Israël de l'autre? Non, parce que il y a ces enjeux. Le corridor indien a en face de lui un projet encore déjà plus ancien qui est celui de la ceinture et la route, ou la nouvelle route de la soie qui a derrière elle la Chine. Et ceux-là ont d'autres plans et pour le monde et pour leur position dans le monde. Et la Chine est impliquée dans des relations de plus en plus étroites avec la Russie, l'Iran, les pays du BRICS, etc. Alors, la poursuite de ces affrontements risque fort de nous conduire au malheureux destin que M. Reuther nous a si bien identifié tout à l'heure. Voilà ce que je dis. Donc, les deux scènes libanaises et palestiniennes sont en train de fournir la poudre qui risque d'entraîner à la détonation la grande conflagration régionale et probablement mondiale. Thank you so much. No, it's very important what you're going through, and I apologize. We have to continue, but thank you so much. And
we're going to have a Q&A period where you can bring up more. There are people in the audience who I'm sure would love to talk. Oui, merci So thank beaucoup. you C'est so très much for important joining ce us. que I vous avez apologize. soulevé We là. can Je continue. m'excuse, This is very, mais very nous good. avons un programme But thank tellement you. chargé. Nous devons continuer, mais but c'est going très on important to, ce que vous the avez next speaker, communiqué. This is Leila Maintenant, Elabi, who is je vais the demander à co-founder Leila and Emabi, co-director of the Elabed, Uncommitted National Movement qui est in the United States, which she's actually a collaborator in the Dearborn area where I'm at. fondatrice d'une So thank organisation you aux so much for États-Unis. joining us, Leila. And Okay. please go ahead. Merci Leila de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. Merci de me permettre de parler aujourd'hui. Comme Anastasia l'a dit, je suis cofondatrice et co-directrice du mouvement national non engagé. J'ai été directrice de campagne d'un mouvement qui a fait en sorte de répandre cette campagne à travers tous les États-Unis. Je suis née à Dearborn, dans le Michigan. Je suis palestinienne, d'origine palestinienne, et je suis aussi américaine. J'ai vu cette campagne donc dans le Michigan. Avant, je faisais campagne dans ma communauté sur le terrain pour, développer une puissance électorale aux États-Unis pour changer les choses. Et ce que nous voulons faire, notre stratégie, c'est de bâtir quelque chose dans la base démocrate, notamment pour le Michigan, qui est une base dans la campagne pour les élections électorales, pour les élections présidentielles. Nous voulions envoyer un message au président Biden qu'il n'avait pas un soutien de sa base électorale qui lui permettrait de gagner contre Donald Trump. Donc, nous avons été très efficaces dans le Michigan. Nous avons eu beaucoup d'électeurs donc, il n'y a pas eu juste des électeurs musulmans américains. 10% aussi, nous avons eu 10% des votes de la primaire dans de nombreux comtés aux États-Unis. Donc, nous avons fait en sorte de pousser les gens à dire qu'ils n'allaient s'abstenir dans le vote pour les primaires en signe de contestation pour montrer à Biden qu'il n'avait pas le soutien de la base. Alors qu'aujourd'hui, nous avons ce qui se passe à Gaza et toute la question palestinienne. Et ensuite, ça s'est répandu dans d'autres États, aussi au Minnesota, dans l'État de Washington et dans le Wisconsin, où les infrastructures que nous avons utilisées il y a eu de nombreux aussi votes des électeurs qui ont décidé de voter comme le vote blanc en France, l'équivalent. Et dans l'État de Washington, Wisconsin et le Minnesota, dans d'autres États, il y a eu des campagnes aussi pour ce vote de protestation. Nous avons offert notre soutien aux gens qui voulaient aussi mener des campagnes de ce genre dans d'autres États en juin. Donc, il y a eu les primaires démocrates qui ont été finies. Nous avons eu 30 délégués qui sont en fait qui sont élus pour le nous avons travaillé, donc nous avons eu des délégués des délégués en fait du vote blanc qui ont été élus, et à la convention démocrate, c'était la première fois dans notre histoire que nous avions une délégation anti-guerre qui n'étaient pas donc non déterminés, ce sont des représentants pour ce vote non déterminé, en fait, de gens qui ne sont pas, qui ne choisissent pas un candidat ou un autre, et donc comme ils ont eu beaucoup de votes non déterminés, comme le vote blanc, on pourrait dire, enfin, eh bien, en fait, ils ont aussi des représentants, des délégués à la convention, ils ont eu des délégués à la convention démocrate.
Donc, autour de toute cette question de la guerre et les démocrates, particulièrement des leaders dans le parti démocrate, voyaient que le président Joe Biden était aujourd'hui quelqu'un qui posait problème. Et donc, il y a eu une campagne pour dire que le président Biden devait quitter sa candidature. Et donc, il y a eu ensuite Kamala Harris qui est devenue candidate. Et, il y a eu ça. Et en fait, les gens qui ont voté non déterminé pour le vote, eh bien, ont joué un rôle important. Nous, nous n'avons pas de changement de politique aujourd'hui du Parti démocrate, et la campagne de Kamala Harris et aussi l'administration actuelle signale qu'ils sont prêts à laisser de côté le vote des jeunes, le vote des musulmans, pour continuer le statu quo, qu'ils ignorent donc les jeunes et les musulmans. Ils ne cherchent plus à avoir leur voix. Et ils veulent soutenir donc encore Israël par tous les moyens possibles. Et, nous avons donc, il y a la loi, ils vont à l'encontre de la loi américaine, de la loi internationale sur comment nous avons le droit d'amener de l'aide à des pays. Nous n'avons pas le droit justement d'amener de l'aide à des pays qui mènent des crimes de guerre. Nous sommes donc maintenant en octobre, à peu près un an ça fait un an que le génocide en Palestine a commencé, et le Liban subit maintenant le même traitement, alors que que les civils palestiniens à Gaza. Et moi, personnellement, vivant à Dearborn, à l'épicentre là où il y a une grande population arabe, américano-arabe, nous avons beaucoup de familles ici qui ont de la famille, qui sont coincées aujourd'hui donc au Liban, avec aucune possibilité de les ramener à la maison, de les ramener aux États-Unis. Beaucoup de gens ont de la famille qui ont été tués. Je suis ici à Dearborn. Je vois donc cette situation. Nous voyons des informations de funérailles. Nous voyons beaucoup de gens ici dans la communauté qui perdent des proches. Je suis originaire de la Cisjordanie, et je pense qu'il y a vraiment un grand risque à ce point-ci des choses, où les déclarations politiques que la campagne de Harris, dans la direction dans laquelle elle va, et elle est prête à perdre le Michigan, qui est un État clé dans cette campagne pour la Maison-Blanche, mais elle a dit tant pis, si le Michigan ne veut pas voter pour moi, tant pis, je m'en fiche du Michigan. Nous avons parlé des gens à Capitol Hill également, à Washington. Nous avons fait des réunions avec une coalition plus large que nous avons bâtie, des syndicats, un grand syndicat aux États-Unis, et sept autres syndicats. Nous travaillons aussi avec des institutions progressives, avec le Working Families Party, différents groupes. Nous parlons également avec donc différents leaders, l'Église noire, des mouvements membres du mouvement des droits civils, les fondateurs et les organisateurs également du Green New Deal, et le mouvement Sunrise Movement. Et pour parler de la situation que nous avons, de parler de notre structure, que les gens savent que nous ne sommes pas une organisation, c'est un mouvement de la base que nous menons. Nous avons réussi à faire une coalition de gens de la base et de gens à plus haut niveau. Et donc, nous faisons quelque chose pour essayer de faire quelque chose de fertile pour continuer ce travail. Il y a une déclaration politique que nous avons faite avec nos partenaires et nos alliés, avec les membres de la coalition. C'est que la meilleure façon pour nous de continuer
à continuer donc d'avoir la combat qui continue, voilà, pas juste d'agir par rapport à sur la Maison Blanche, mais aussi au Congrès, au Sénat. Il faut une stratégie qui nous savons que la vice-présidente Kamala Harris ne va pas être le héros dans cette situation et franchement, c'est une politique qui était là avant Donald Trump, avant la vice-présidente Harris et Joe Biden. C'était une présidente depuis longtemps. Les États-Unis ont soutenu depuis longtemps de manière inconditionnelle Israël dans leur politique d'apartheid, dans leur occupation, dans le siège des Palestiniens, dans leur siège des Palestiniens. Nous avons beaucoup de travail à faire, beaucoup de mobilisation à mener. La déclaration importante que nous pouvons faire, les non déterminés, dans le vote non déterminé, nous continuons à agir avec nos alliés. Même sous une présidence démocrate, nous continuerons à mener. Nous battons en disant que c'est une gouvernance démocrate, même si la prochaine est encore donc démocrate, nous continuerons à dire que ce sont des démocrates qui ne respectent pas en fait le vote réel de la population. Nous ne soutenons pas officiellement la vice-présidente Harris. Un soutien officiel de la vice-présidente Harris serait utiliser notre infrastructure que nous avons utilisée dans le Michigan pour faire beaucoup d'appels, d'envoyer des messages et de lever de réussir à avoir ces votes non déterminés. Nous ne pouvons pas soutenir Kamala Harris avec cette structure. Nous allons éduquer les électeurs sur ce qu'est, mais cela dit, sur ce qu'en même temps voudrait dire un vote pour Donald Trump. Et il y a une vague, particulièrement dans la communauté arabo-américaine, importante sur qu'est-ce que la vice-présidence de Kamala Harris nous permettrait de continuer à faire. Nous allons expliquer ce que ça permettrait. Et au-delà de cette élection, nous devons nous préparer sur comment continuer à faire en sorte que les leaders, les officiels soient tenus responsables après cette élection de ce qu'ils font, et que ce soit Donald Trump ou la vice-présidente Kamala Harris qui soit élue. En tout cas, il faut que les gens soient tenus responsables de leurs actes. Et je pense que dans la mobilisation que je fais ici sur le terrain au Michigan, dans le Michigan, au-delà de ce qui se passe au niveau des gens qui sont les candidats, dans la communauté arabo-américaine, musulmano-américaine, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter, tout simplement. C'est la grande bataille que nous allons avoir. Nous devons nous mobiliser pour les années à venir. Notre communauté ne sortent pas voter. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la première présidentielle, même s'il y avait la possibilité de voter non déterminé, eh bien, et notamment à Dearborn, qui est l'épicentre de la plus grande proportion de population arabo-américaine. Nous avons eu une proportion d'électeurs, en fait, en comparaison avec le nombre de population. Nous aurions pu avoir beaucoup plus, mais si vous voyez le nombre toute la population qu'il y a à Dearborn, la population arabo-américaine, eh bien, nous aurions pu avoir beaucoup, parce que beaucoup sont tout simplement en désillusion, ils n'y croient plus, donc ils ne veulent plus agir. Et beaucoup de membres de notre communauté donc ne va plus voter, même qu'il y a eu beaucoup de candidats qui étaient candidats pour un cessez-le-feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla. Je veux vraiment vous remercier d'être là. Nous allons faire en sorte d'avoir des questions de l'audience pour vous, notamment de gens dans votre communauté. Ce serait intéressant de répondre à leurs questions. Et nous pouvons donc certainement, assurément continuer à parler
de tout cela. Nous allons maintenant passer dans la période des questions-réponses pour que les gens puissent répondre à cela. Nous pourrons parler ensuite donc de comment nous voulons avoir un impact sur toute cette situation. Elle dit maintenant que pour les gens qui sont sur YouTube en anglais, eh bien, il faut qu'ils s'inscrivent à Zoom pour participer. Et pour les informations, pour ceux qui ne parlent pas anglais, pour les informations francophones, j'ai mis un message, si vous remontez un peu dans le chat, pas très loin d'ailleurs, l'avant-dernier message, j'ai mis en français, donc des liens de l'Institut Schiller, de l'avant-dernière rencontre de la Coalition pour la paix, qui est aussi en vidéo, qui est un résumé et une vidéo. Malheureusement, il n'y a pas pour la semaine dernière, mais vous pouvez déjà utiliser cela